Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut, c'est Thibaut et bienvenue dans le Saloon. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film du studio DreamWorks, Dragon 3, le monde caché. Toujours réalisé par Dean DeBlois, ce troisième volet marque la fin de la franchise d'animation initiée en 2010 et dont les deux premiers films restent sans doute ce que le studio à l'origine de Shrek nous a offert de mieux. Avec cette histoire d'un village viking qui apprenait à apprivoiser et à aimer les dragons, DreamWorks mettait de côté les gags à outrance pour se focaliser enfin sur ses personnages et suscitait l'émotion comme jamais auparavant. Est-ce que ce troisième et dernier film réitère l'exploit de ses deux prédécesseurs et conclut la saga de manière satisfaisante ? On en débat aujourd'hui avec Thomas Gerber. Salut Thomas. Salut Thibaut. Et Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut. Dragon 3 dans le Saloon, c'est parti. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. On retrouve dans ce nouveau film les deux héros des précédents opus, le jeune viking Harold et son dragon Croque-Mou, dernier représentant de l'espèce des Furies Nocturnes. On les avait quittés au sommet à la fin du deuxième film, puisque Harold était nommé chef du village viking et Croque-Mou devenait le mâle alpha des dragons. On les retrouve ici confrontés à un nouveau défi avec l'arrivée de Grimmel, un chasseur de dragons bien décidé à faire la peau à Croque-Mou et tous ses congénères, forçant le village viking à l'exil. En cours de route, nos héros découvrent l'existence d'une furie nocturne femelle qui tape forcément dans l'œil de Croque-Mou. Ensemble, ils décident de partir à la recherche d'un monde caché qui abriterait les derniers dragons. Voilà pour le pitch, mais avant de voir ce que ça donne, j'aimerais savoir, Thomas et Alex, quel est votre rapport de base à la franchise ? Peut-être Thomas, pour commencer, comment tu avais apprécié les deux premiers films et quelles étaient du coup un peu tes attentes pour ce troisième volet ? Alors moi j'ai beaucoup aimé le premier film qui avait été une surprise parce que j'attendais pas grand chose d'un film de DreamWorks, comme tu l'as dit, c'est un studio qui nous a plutôt habitués à l'humour prout-prout de Shrek notamment, et du coup le premier film a vraiment été une très très bonne surprise pour moi à l'époque, que j'avais trouvé audacieux, qui traitait la bestialité, l'animalité de Croque-Mou d'une manière très intéressante, avec ce personnage qui allait devoir essayer de dompter un animal farouche au départ. Ensuite le deuxième opus m'avait déçu, je m'étais profondément ennuyé devant la suite, que je trouvais toujours aussi belle en termes de direction artistique, toujours aussi maîtrisée, mais au niveau de la narration, je trouvais ça long, je trouvais que ça patinait un peu. Il y avait une idée intéressante dans le deuxième, c'était l'idée que Croque-Mou devenait cette fois carrément méchant, puisqu'il y avait cette manipulation du dragon par le vilain de l'épisode, mais sinon j'avais trouvé ça beaucoup plus enfantin en fait que le premier film, qui avait un ton assez adulte en fait. Donc j'attendais pas grand chose de ce troisième opus, et puis en fait je crois que j'avais raison de pas en attendre grand chose, parce que j'ai trouvé que le film était encore pire que le deuxième. Bon, eh bien Alex, de ton côté... c'est sévère là. C'est sévère, non Thomas. Mais juste. On va voir ça. Le premier dragon, moi, je partage l'avis de Thomas, j'aime vraiment énormément, c'était une très très grosse surprise au moment de sa sortie. Moi j'aime beaucoup le Dragon 2, contrairement à Thomas, parce que je trouve que ça explorait encore davantage sur cet univers, ça faisait évoluer les personnages, comme l'a dit Thomas, la menace du dragon de Croque-Mou qui devenait justement menaçant parce qu'il était manipulé par le méchant du film. Il y avait la thématique familiale aussi qui était très présente, avec le retour de la mère qui était censée être disparue, et puis la mort du père, bien évidemment, qui était assez chargée en émotions aussi. Pour le coup, on était quand même dans quelque chose d'assez sombre. D'assez sérieux, tu disais un ouais, film plus enfantin, Thomas. Peut-être au niveau des blagues, ouais. Le réalisateur cite beaucoup Star Wars et ça se présentait dans l'idée comme l'Empire contre-attaque de cette franchise-là. Ouais, non, mais complètement. Et puis pour moi, c'était vraiment une très grande réussite. Je crois que je le préfère même au premier, notamment dans le bestiaire qu'il arrive à déployer, le nombre de dragons qu'il y a là-dedans, l'inventivité de l'univers, la mise en scène dans ce final avec ces énormes dragons qui arrivent. Je trouvais ça absolument spectaculaire. Et puis donc voilà, à la fois ça marchait dans le grand spectacle, et puis avec cette dimension familiale assez forte. Et là, moi, ce que j'aime énormément dans ce dernier épisode, qui est peut-être, il faut le dire d'emblée, le moins bon des trois, selon moi, même si j'aime quand même beaucoup, contrairement à Thomas, c'est encore une fois l'évolution de ces personnages. C'est-à-dire qu'Harold, ici, il doit assumer enfin son rôle de chef, parce que son père est mort, il doit reprendre le trône, si l'on veut, de Burke, ce village où ils vivent depuis des décennies, voire des siècles. Et puis, toute cette responsabilité qui pèse en fait finalement sur les épaules
d'un gamin, quoi. Enfin, je sais pas quel âge il est censé avoir, mais pas très très âgé en tout cas pour être le chef d'un village. Et donc tout ça j'aime beaucoup, et dans l'exploration aussi des dragons, avec cette relation amoureuse entre Croque-Mou et puis sa belle, cette dragonne blanche qui donne des moments magnifiques. La Light Fury. Ouais, et le Light Fury, exactement, c'est ça. Et qui donne des moments magnifiques, mais je pense que je vais y revenir. Et donc avec cette évolution-là de la peur de perdre son ami, de perdre ce dragon, qui moi me touche profondément, avec Croque-Mou qui est attiré finalement par le monde sauvage et ce monde caché qui donne le titre au film, et donc finalement va se poser cette question de dire mais cet ami que j'ai apprivoisé, cet être sauvage, est-ce qu'il ne devrait pas finalement retourner à son habitat naturel? Et donc, pour moi, le film est une réussite déjà parce que ça arrive à bien explorer ces thématiques et à conclure d'une très belle manière, je trouve, cette trilogie, et d'assumer en fait la conclusion. Pour moi, c'est alors justement un des gros problèmes du film, c'est que ça n'assume pas du tout sa conclusion, mais je pense qu'on va y revenir. Oui, ben juste, tu y venais à l'instant, Alex. Ce que je trouve effectivement intéressant dans cette franchise, c'est que c'est aussi une série qui fait évoluer ses personnages. Le Boyhood du film d'animation. Non, mais pour le coup, les personnages grandissent au fil des films dans tous les sens du terme. Et le réalisateur Dean DeBlois précisait bien à longueur d'interview que c'était vraiment une franchise qui avait été pensée comme une trilogie très très vite. Pourtant, il aura fallu quand même attendre pour ce troisième opus, parce que pour recontextualiser, et je pense que ça pourra expliquer aussi peut-être certains problèmes qu'on peut avoir avec le film. Initialement, ce troisième chapitre, il était prévu pour 2006, mais la sortie a été repoussée plusieurs fois, en grande partie à cause de restructuration qu'il y a eu chez DreamWorks. Je pense que c'est important quand même de l'évoquer, puisque le studio connaît de gros soucis financiers depuis quand même quelques années. Ils ont enchaîné les flops pour finir par être rachetés en 2016 justement par le groupe Comcast, qui possède en fait le studio Illumination, qui sont à l'origine de Moi Moche et Méchant, donc un concurrent direct de DreamWorks à l'origine. Et du coup, finalement, ce troisième film, il arrive 9 ans après le premier. C'est celui qui a le moins gros budget des trois aussi. C'est ça, ouais. Aussi... C'était prévu pour 2016, pas 2006. 2016, ouais. J'ai dit 2006 ? Oui, il me semble. Alors 2016, grave. Autant pour moi. Mais voilà, il débarque 9 ans après le premier, à une époque où justement le studio qui en est à l'origine est dans une situation assez incertaine. Donc on peut voir, voilà, est-ce qu'il arrive finalement à la fin d'une ère dans tous les sens du terme finalement, puis c'est la conclusion de la trilogie et qu'on ne sait pas ce qui va se passer pour DreamWorks. Et est-ce que finalement tous ces soucis qui ont entouré le studio, est-ce que ça se ressent peut-être dans le film, Thomas, notamment au niveau de l'écriture? Moi, je ne sais pas si c'est dû à tous ces problèmes de restructuration du studio, mais effectivement, il y a des problèmes d'écriture dans le film. Et pour moi, il y a des moments de poésie. Tu as évoqué cette relation entre Croque-Mou et puis la Light Fury, où là, ça a toujours été une franchise en fait qui a joué sur une forme de poésie visuelle assez flagrante. Parce qu'ils parlent pas, les dragons, voilà, parce que les dragons parlent pas. Alors ils ont créé une expression de Croque-Mou qui est tout de suite attendrissant, mais qui plus qu'être attendrissant arrive à nous servir vraiment des purs moments d'émotion visuelle, notamment dans le premier. Parfois aussi dans le deuxième, notamment l'apparition de la mère est vraiment poétique aussi. Ouais. Et là, quand Croque-Mou ici fait la cour à la dragonne, il y a des beaux moments. Ah ouais. Maintenant, moi, j'ai un gros problème avec ce film, c'est-à-dire qu'il y a une idée qui devrait être centrale dans le film et qui ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que le film va s'ouvrir sur le village de Burke, où on va y voir des centaines de dragons. Le village étouffe carrément sous les dragons, c'est-à-dire qu'il y a des dragons pour tout, il y a des dragons partout. Ils vivent, il y a même plus de dragons que d'humains en fait. Et très rapidement, on se dit il y a un problème, il y a quelque chose qui joue plus, quoi. Il y a peut-être une exploitation animale. Enfin, on se dit il y a une idée là qui pourrait être intéressante, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'abuser de ces animaux, est-ce qu'on n'est pas en train de les exploiter de manière excessive? Et on se dit bon, Croque-Mou qui tombe amoureux d'une dragonne, qui veut chercher sa liberté, il y a quelque chose à faire autour de cette thématique. À l'état naturel aussi. Exactement. Est-ce qu'on doit exploiter les dragons ou est-ce qu'on doit être dans une logique utilitariste par rapport à ces animaux? Et le film va abandonner en fait cette thématique et il va se concentrer. Enfin, les enjeux du film vont se concentrer sur un méchant qui est complètement inintéressant à mon sens. C'est-à-dire que on a un vilain qui est un chasseur de dragons, qui veut chasser tous les dragons, tuer tous les dragons. Donc c'est un gros mégalo.
anti-dragon, pourquoi on comprend pas très bien. C'est vraiment un méchant qui est d'un commun et d'un générique vraiment et inconsistant. À l'origine, d'ailleurs, je crois qu'ils étaient censés faire revenir le méchant du deuxième film. Alors voilà, Drago. je pense qu'il y a eu. Et là, c'est vrai qu'il fait un peu redite ce méchant. Il y a eu des problèmes d'écriture, je pense, au final, autour de quoi articuler ce dernier opus. Parce que la thématique qui est centrale, c'est l'utilisation des animaux et des dragons par l'homme, qui au final est complètement abandonnée au service de ce méchant qui est pour moi d'une fadeur extrême. Et à la fin, on essaye de raccrocher les wagons par rapport à cette thématique première, mais ça, pour moi, ça fonctionne plus du tout. Surtout qu'elle n'est pas assumée. Il y a une espèce de scène, pas post-générique, mais qui arrive dans un deuxième temps, c'est une forme de deuxième fin qui contredit en fait la décision finale qu'on nous a demandé de pas révéler. Ça amenuise un petit peu le final qui était assez osé quand même dans la conclusion. Voilà, il y a un final qui est vraiment intéressant par rapport à ce que ça propose dans la relation entre les hommes et les animaux. Il y a quelque chose d'osé, il y a quelque chose qui marque une fin définitive à cette trilogie en fait, où on sent vraiment qu'ils n'ont pas spécialement envie d'en faire un quatrième. À la manière de Toy Story 3 à l'époque. Voilà. En plus, c'était un final dans l'idée d'un Toy Story 3. Exactement. Moi, j'ai beaucoup pensé à Toy Story 3, mais ça vient beaucoup trop tard. C'est pas du tout assez construit dans l'ensemble du film, et puis c'est désamorcé en plus par une toute dernière scène qui vient nous dire mais finalement on peut quand même s'amuser, c'est pas grave. Moi c'est pas quelque chose qui me gêne fondamentalement, ça vraiment c'est cette toute fin, cette sujet du film, c'est ça en fait. Le sujet du film, c'est est-ce que ce village n'est pas allé trop loin dans l'utilisation des animaux. C'est ça qui est intéressant dans le film. Oui, mais enfin c'est peut-être ce qui t'intéressait toi. Mais moi, j'ai jamais vu ça dans le film. J'ai jamais vu qu'il voulait explorer vraiment cette limite-là. Pour moi, ce qu'il veut explorer le dilemme du personnage principal, c'est ça. C'est est-ce que je dois garder Croque-Mou ou est-ce que je dois le laisser seul pour qu'il puisse retrouver sa compagne à l'état sauvage. Exactement. C'est ça. Exactement. Mais il n'y a pas de remise en question sur la relation qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent entretenir avec les dragons. Non, parce que c'est pas traité. Limites. Voilà, exactement. Mais au contraire, c'est que là où ça va traiter le sujet, c'est de se dire, c'est pas est-ce que nous les hommes, on est allé trop loin, est-ce que c'est pas de l'exploitation animale, comme ce que tu es en train de dire, mais c'est plutôt, et là pour moi ça le traite totalement, c'est est-ce que finalement ce dragon est fait pour vivre avec nous, est-ce que finalement il n'a pas envie de rejoindre son état naturel et de vivre en couple avec cette dragonne et d'aller rejoindre le fameux monde caché. C'est la même chose, simplement que c'est traité à l'échelle de Croque-Mou, un peu, mais c'est tout. Ouais, mais moi, honnêtement, moi, je le comprends tout le long du film et j'arrive à comprendre les motivations et des dragons et des hommes. La motivation des dragons, en dehors de Croque-Mou. Ah ouais, non, alors d'accord. Oui, là, c'est vrai. Là, t'as raison là-dessus. C'est que c'est vrai qu'on se sente vraiment sur Croque-Mou. Les autres dragons, ils n'existent pas du tout dans ce film. Il y a une décision d'ensemble, il y a une décision globale qui est prise et qui est pas du tout cohérente par rapport au film. Le final, effectivement, il y a une conclusion assez définitive, comme tu le disais, et qui engage tous les personnages du film. Et bel et bien, il n'y a pas grand-chose qui... Disons que le scénario n'amène pas fondamentalement à ça. Non, l'enjeu, c'est quand même, il existe un autre monde, il existe un monde dans lequel il y aurait encore beaucoup de dragons, dans lequel les dragons vivraient en paix, dans lequel les dragons ne seraient pas chassés. Ouais. Si on trouve ce monde, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on garde nos dragons avec nous comme des animaux domestiques ou est-ce qu'on les libère ? Pour moi, il y a quelque chose d'intéressant à faire, mais tout ça est noyé derrière cette affaire de vilain qui veut tuer tous les dragons. Et puis le fait qu'il y ait aussi, et ça fait partie des problèmes du film et des problèmes d'écriture dont on parle, c'est ce nombre de péripéties assez inconsistantes finalement, avec des va-et-vient un peu interminables, c'est-à-dire que un coup le méchant va aller attaquer le village de Burke, un coup les gentils vont aller dans l'enceinte du méchant pour le menacer, le méchant va retourner. Et ça n'a aucun sens, c'est-à-dire ils ne savent pas où ils vont, ils savent qu'ils sont potentiellement traqués, mais ils font pas du tout attention. Il y a énormément d'incohérences scénaristiques par rapport à la manière avec laquelle le méchant va pouvoir retrouver leurs traces. Enfin, il y a vraiment des facilités d'écriture pour faire avancer le récit au gré des allers-retours qui sont fatigants. Oui, et du coup, ce qui entraîne aussi que tu disais les dragons n'existent pas assez, à part Croque-Mou, les autres dragons n'existent pas, c'est vrai. Et puis en fait, à part Harold, et puis je me souviens même plus de son prénom, mais sa compagne en fait, Astrid, merci. Les autres personnages secondaires sont un peu là pour faire des blagues. C'est ça, et justement, j'aimerais vous amener sur un autre aspect du film, et pour moi, c'est aussi un des problèmes qui fait que le scénario peut pas vraiment se concentrer sur ce sur quoi il devrait se concentrer, c'est que
les personnages secondaires sont très présents, comme ils n'ont jamais été présents dans les 2 précédents films, je trouve, justement pour amener un aspect comique. Et là, moi, j'aimerais qu'on parle un peu de l'humour du film. Pour moi, dans ce 3e Dragon, DreamWorks retombe un peu dans ses travers de l'époque Shrek et tout ça. Il y a énormément de personnages qui sont juste des sidekicks, mais sur lesquels on passe un temps fou, mais juste pour la blague. Et pour le coup, on néglige du coup le vrai cœur émotionnel du film. Et c'est ça, exactement. C'est que ça écarte complètement l'émotion et la poésie qui aurait pu... L'histoire aurait pu être déchirante. C'est-à-dire que c'est au 3e film, la question de la relation entre le personnage principal et son dragon va être remise en question. Donc ça aurait pu vraiment être un adieu absolument déchirant. Si on avait joué moi, je le l'épure, trouve, hein. si on a... Ah mais moi j'ai été vraiment énormément ému par le film. Si le film aurait pu beaucoup plus jouer les purs visuels, les purs scénaristiques autour de cet axe-là, mais comme tu le dis Thibaut, en fait, il y a énormément de sidekicks. Tous les personnages secondaires sont des sidekicks qui font des blagues bas du front. C'est prout-prout. Voilà, moi ça m'a pas fait rire une seule fois. Moi non plus, il faut dire. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Et ça sert en rien le récit comme ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Par contre, je trouve quand même, c'est un autre petit problème, c'est ce monde caché qui finalement on voit très très peu. Alors que le film porte ce titre-là. Moi, j'aurais tellement aimé passer du temps dans ce monde-là qui est présenté de manière magnifique au moment où on y va, où on suit les dragons, où on suit Croque-Mou et sa dragonne qui arrive dans ce monde-là rempli de couleurs, rempli de dragons de toute espèce, etc. Mais vraiment, visuellement, c'est magnifique. Et pour aller au-delà, je dirais vraiment que DreamWorks a jamais atteint autant de perfection purement visuelle en fait. Dans les textures, dans les cheveux, on voit le sable, l'eau, ça arrive honnêtement visuellement presque au niveau de Pixar ces derniers temps. J'ai été bluffé par ça. Je trouve la direction artistique de ce film absolument magnifique et pour moi c'est un gros point positif du film et ce qui fait que j'aurais aimé passer un peu plus de temps dans ce monde coloré du monde caché qui finalement qu'on nous cache beaucoup dans le film sans mauvais jeu de mots. Quelque part, ce monde caché, on n'y a pas notre place. Donc, c'est vrai qu'il est superbe. Et il prouve d'ailleurs que Avatar a bien marqué l'esprit et a bien marqué la culture populaire. Puisque on voit de plus en plus de gens qui disent qu'Avatar, plus personne n'en parle, ça n'a pas marqué les esprits. Le monde caché est la preuve par A plus B que Avatar a eu une influence visuelle sur le cinéma populaire. C'est splendide, je suis d'accord avec toi. La DA est magnifique. Mais quelque part, moi, ça ne me dérange pas de ne pas avoir plus accès que ça à ce monde caché parce qu'on n'y a pas notre place. Mais pour revenir à cet humour, moi il y a des sidekicks que je trouve mais vraiment nazes et qui ont une utilité presque politique, c'est-à-dire que la femme un peu garçon manqué qu'on va nous montrer battre des garçons au bras de fer, on est là, c'est bon, alors ils ont coché des cases, il nous faut un personnage féminin qui écrase des hommes. Enfin, c'est vraiment naze, ça sert à rien quoi. Mais moi honnêtement j'en ai rien à foutre de ça. Très honnêtement, ça me gâche pas du tout le plaisir. Mais regarde, du film. la force du premier film, c'est quand même l'épure de la relation. C'est vrai. Ces moments de silence où il va dompter Croque-Mou. C'est vrai. Et on a toujours la question animale qui est au centre du film. Dans le deuxième aussi, puisqu'on nous rappelle que c'est un animal qui est indomptable et puis qui peut être imprévisible et qui peut être une menace. Donc c'est intéressant. Et là, ça aurait pu aller beaucoup plus loin dans cette thématique-là. Et au final, la poésie visuelle, ils nous ressucent un peu ce qu'ils ont déjà fait avec la danse de Croque-Mou autour de sa compagne, pour la draguer. C'est beau, ça. C'est beau, mais on les a déjà vus, ces choses-là, dans la saga. Et ils oublient aussi ce qui faisait l'intérêt des 2 précédents films, je trouve, c'est qu'il y avait des partis pris, des choix scénaristiques hyper osés, je trouve, pour ce genre de production. Rien que le premier film se terminait quand même sur un héros qui avait perdu une jambe, c'est tout con, mais c'est pas dans tous les dessins animés qu'on voit ça, la mort du père dans le deuxième, et dans ce troisième-là, finalement, il y a pas vraiment ça. Quoi. Les enjeux sont beaucoup plus réduits. Quoi. Il y aurait pu y avoir quelque chose de déchirant à la fin, quelque chose de violent émotionnellement à la fin, mais qui est désamorcé par cette scène finale qui est inutile. Moi, j'y trouve quand même mon compte, parce que même si je vous rejoins quand même sur beaucoup de défauts du film et beaucoup de réserves que j'ai aussi, qui fait que pour moi, c'est le moins costaud des 3, quoi. Vraiment, pour le coup, réussi. Pour filer la métaphore avec Star Wars, c'est un peu le retour du Jedi. Enfin, alors on a les Ewoks. J'aime énormément le retour du Jedi, attention. Mais tout ceci explique cela. Mais c'est clairement un film qui passe à côté de son potentiel et qui est plus occupé à faire des vannes et qui a vraiment traité son histoire. C'est complètement ça. Pense. Mais non, mais vraiment pas tant. Pour moi, l'humour. En quoi ce film-là, de sidekick et de l'humour, quoi ce film-là est aussi grave et aussi violent que
le premier ou potentiellement aussi que le deuxième. Non, alors je suis d'accord qu'il n'atteint pas cette gravité-là, mais quand même, en termes d'émotion, moi, à la fois dans cette relation entre Croque-Mou et Harold, entre Croque-Mou et sa dragonne qui drague, etc., il y a des moments vraiment absolument déchirants, émotionnellement très poétiques, on se retrouve limite dans un conte de fées, et ce final, qu'on peut pas révéler encore une fois, mais qui pour moi fonctionne quand même en termes d'émotion, de conclusion de saga, et qui fait que ça reste pour moi une réussite, déjà visuelle comme je l'ai dit, dans l'évolution de ces personnages, dans le traitement de tout ça, et que malgré les péripéties et puis les gros problèmes d'écriture qu'il y a, pour moi fondamentalement le film réussit à se tenir et réussit à explorer ce qu'il voulait, et puis réussit à conclure cette trilogie, donc j'ai été quand même séduit. Je crois que là où on est d'accord, en tout cas, c'est qu'en termes de fabrication, il y a quand même des choses qui valent le détour. L'animation est effectivement très belle. Pour rappel, Roger Deakins, donc le chef-op des frères Cohen, est à nouveau consultant visuel sur le film, et je trouve que ça se ressent. Il y a aussi une des grandes qualités de la série qui était sa musique, la musique de John Powell. Je crois que là on est tous d'accord pour dire qu'il y a, c'est quand même une sacrée partition. C'est quand même le daron, quoi. Donc c'est vrai qu'on est très critique là-dessus, mais il y a quand même des très belles choses. Mais on est très critique parce qu'on en attend peut-être Thomas moins, mais en tout cas, alors toi, c'est Thibaut, ça. j'imagine moi j'en attendais beaucoup, comme j'avais moi, beaucoup aimé ouais. les deux premiers aussi, mais et là je suis un poil déçu. Il n'y a pas vraiment une séquence qui magnifie la musique de Powell, ou en tout cas dans laquelle la découverte du monde caché, par exemple. Ok, il y a celle-ci. Bah ouais. Mais pour moi, j'ai un souvenir du premier et puis aussi du deuxième, donc notamment la séquence de l'arrivée de la mer à travers les nuages, où je me disais, bordel, là, on a vraiment une claque visuelle et qui en plus est magnifiée par la musique de Powell. Et là, on a vu le film il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'arrive pas, à part la découverte du monde caché, à me souvenir d'une séquence autant tripante, quoi, sur le point de la plan musique musical. Musicalement et visuellement. Ouais. Peut-être au moment où justement les moments entre Croque-Mou et la dragonne, le moment où ils volent ensemble, etc. Peut-être quelques moments qui renouent un petit peu avec qui sont pas du tout à la hauteur du premier envol dans le premier, qui sont dessous, on est d'accord. Pas du tout, quoi. C'est vrai. Et pourtant Powell il sert la sauce quand même. Vous l'aurez compris, Dragon 3, une conclusion de saga mitigée, qui satisfait toujours autant visuellement, mais qui déçoit un peu quand même au niveau du scénario. De notre côté, si vous êtes quand même amateur de la saga à l'origine, on vous conseille quand même d'aller la voir. Merci Thomas. Merci. Merci Alex. Merci Thibaut, à bientôt. À bientôt. Vous pouvez nous retrouver quand vous voulez sur nos différentes plateformes de podcast et de streaming. Et on se retrouve pour une prochaine émission dans le Saloon. Ciao, ciao.